Nous sommes les Amazones d'Avignon. Des femmes en lutte, debout, organisées. Face au silence, à l'impunité, à la violence patriarcale. Nous avons choisi la sororité, l'action, la parole. Pendant tout le procès Pellico, nous étions là. Présente, solidaire, offensive. Ce combat nous a renforcés. Les résistances auxquelles nous nous sommes heurtés nous ont prouvé que nous allions dans la bonne direction. Ce podcast est notre récit. Celui d'une mobilisation féministe. Collective, acharnée. Celui d'une alliance entre femmes pour soutenir l'une des nôtres. Car soutenir une femme, c'est soutenir chaque femme. Nous voulons raconter ce que d'autres veulent effacer. Nos colères, nos stratégies et nos victoires. Nous sommes des militantes. Nous sommes des combattantes. Nous sommes des sœurs. Nous sommes les Amazones d'Avignon. Et ceci est notre histoire. Aujourd'hui, épisode spécial puisque c'est moi qui suis interviewée, Blandine, et je suis interviewée par mes amis qui vont se présenter. Alors, je suis Valentine et Lilou. Alors, nous allons interviewer une pro de l'interview, en fait. Donc, voilà, on a la barre assez haute. Ouais, la barre est haute. Hein. Yes, voilà. Donc, Blandine, est-ce que tu peux te décrire rapidement ? Alors, je suis une femme de 56 ans, bientôt 57. Je suis enseignante. Je crois que c'est important, je vais en parler un petit peu. Et évidemment, je suis féministe. Et pas féministe cool, féministe radicale. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une pensée radicale. Je vais à la racine des choses, d'où le mot radical. Donc c'est vrai que le mot féministe radical, c'est pour parler d'une pensée, mais je suis aussi pour l'action radicale. Si je devais me définir autrement, pour compléter, j'ai pas la chance d'être née lesbienne, donc je vis avec les hommes et c'est compliqué. Avant le procès Pellico, comment est-ce que tu définissais ton rapport au féminisme et comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie ? En fait, je me suis toujours définie comme féministe. Je pense que j'ai aucune pensée consciente de toute ma vie où je n'imaginais pas être féministe. Mais pourtant, ça voulait pas dire la même chose qu'aujourd'hui. J'ai toujours été révoltée par les injustices faites aux filles et aux femmes, par les hommes. Et ça m'a toujours énormément animée. Mais en même temps, je venais d'un milieu modeste et j'ai un certain nombre de caractéristiques qui font que j'avais pas forcément conscience que j'avais des privilèges qui me rendaient un petit peu, un peu insensible en fait au sort des femmes qui s'en sortaient pas aussi bien que moi finalement. Quand je parle de privilèges, c'est le fait que je suis assez rapide, je comprends vite les choses et je travaille beaucoup, ce qui fait que j'ai une situation économique et familiale stable. Et ça, c'est un privilège dont j'avais pas forcément conscience. Toutes les femmes n'ont pas forcément la chance de ne pas vivre avec un connard. C'est ma chance, moi, j'ai un conjoint qui est pas un connard, même si ça reste un homme. Et donc j'ai eu mon lot de rencontres malencontreuses, bien sûr, dans ma vie, comme toutes les femmes, des agressions, des viols. Et ensuite, j'ai fait ma vie. Je me disais féministe, mais je regardais les féministes agir et je bougeais pas beaucoup. Je vibrais beaucoup aux actions, notamment des fémènes, que j'admirais secrètement. Mais je me disais pas j'y vais. Alors déjà parce que, comme toutes les femmes, ou presque, j'avais honte de mon corps. Et donc je voyais ces femmes vachement bien foutues s'exposer dans la rue. Et moi je me disais, c'est pas pour moi, c'est impossible, je peux pas faire ça. Et c'était pas l'envie qui m'en manquait, mais je le faisais pas et je m'en sentais ni capable, ni la légitimité en fait. Et puis un jour, il y a eu un déclic. Le déclic pour moi, ça a été l'affaire Strauss-Kahn. Ça a été le fait de me rendre compte que les puissants, en fait, ils se serraient les coudes pour toujours s'absoudre mutuellement les uns les autres. Et quand Nafissatou Diallo, cette femme de chambre, elle a osé dire stop, elle a ouvert la porte à tellement de femmes, elle s'est opposée à l'homme le plus puissant du monde, quasiment, et elle nous a fait un don incroyable. Le don de se dire, toutes les femmes, en fait, peuvent agir, même les plus modestes, même les plus méprisées. C'est vrai qu'à partir de là, j'ai vraiment commencé à me dire, je vais m'engager. Après, il y a eu MeToo. Et à ce moment-là, moi, j'ai ouvert les yeux sur les violences dont j'avais été victime moi-même, dont je ne vais pas faire la liste, mais elle pourrait être longue. Je me suis dit que je ne pouvais plus, ce n'était plus possible pour moi de rester à attendre que les choses s'améliorent, parce que je voyais bien que, en France, comme partout ailleurs dans le monde, les droits des femmes étaient en danger et parfois même régressaient. Et qu'on était vraiment très, très, très loin de la fin de la domination masculine.
À ce moment-là, eh bien, j'ai commencé à vouloir m'engager dans une association féministe. Sur Avignon, il n'y avait pas d'association qui correspondait à ce que je cherchais. Donc je l'ai créée avec une amie. On a créé une association féministe. Et assez rapidement, il y a eu en même temps le mouvement de collage contre les féminicides qui a été créé par Marguerite Stern et qui s'est propagé un peu dans toute la France, voire même dans le monde. Et moi, j'ai monté un groupe sur Avignon. Et ça nous permettait d'aller au-delà de la réunion où on discute des choses qui ne vont pas. Donc l'activisme, j'ai démarré comme ça. Et le groupe des Amazones d'Avignon a commencé finalement comme ça. Au début, on n'était pas très nombreuses, mais il y avait même des hommes au départ. Ça peut sembler drôle comme ça, mais il y avait effectivement des hommes qui de temps en temps venaient avec nous. Ça se passait en général assez bien d'ailleurs. Et puis petit à petit, j'ai aussi affiné ma pensée politique et je me suis aussi radicalisée. Maintenant, je suis plutôt pour la non-mixité sur les actions féministes, même si parfois on peut déroger. Et je suis convaincue que le féminisme, c'est l'affaire des femmes et que les violences masculines sont l'affaire des hommes aussi, mais de leur côté, parce que c'est quand même leur problème. Et que nous, on subit les conséquences. Donc voilà, j'ai fondé les Amazones d'Avignon il y a à peu près 5 ans. Et on a fait beaucoup d'actions de toutes sortes, des collages, mais pas que, toutes sortes d'actions que vous pouvez retrouver sur notre compte Instagram. Des actions de décoration de rue, on va dire, ou décoration de statues. On allait soutenir le dernier concert de Gérard Depardieu. À notre manière. À notre manière. Voilà, il y avait Valentine, il y avait Lilou qui était là. Donc c'est pour ça que je suis très contente d'être interviewée par vous. Parce que en fait, on a fait vraiment les 400 coups ensemble. Comment, est-ce que tu te souviens du moment où tu as entendu parler de l'affaire Pellico et la première fois en fait? Alors moi, je me souviens d'avoir vu dans la presse, je crois que c'était la Provence, un petit article, mais vraiment un truc, genre 3 lignes, qui disait qu'à Mazan, il y avait un homme qui était accusé d'avoir violé sa femme sous sédation. Il aurait eu des complices ou quelque chose comme ça. Je me souviens très bien d'en avoir parlé très rapidement avec le groupe des militantes avec lesquelles je travaille et d'avoir dit il va falloir qu'on surveille cette affaire-là parce que c'est près de chez nous et on va surveiller. Je me souviens très bien qu'on avait fait une matinée de répétition de notre chorale au bord du Rhône, en plein air, et on avait passé un grand moment à parler de comment on allait s'organiser pour suivre ce qui allait se dire. Donc il y avait une d'entre nous qui s'était portée volontaire pour faire un suivi de la presse, etc. Et on a commencé à faire un suivi, et là c'était en 2021. On a suivi, donc c'est ce qui s'est passé, on a suivi progressivement, on a compris à peu près de quoi il s'agissait. J'ai aussi eu un contact avec une personne qui travaille au tribunal d'Avignon, donc qui m'a tenue au courant aussi de ce qu'elle était en mesure de me dire, bien sûr, sur le plan légal, sur le procès, qu'est-ce qui allait avoir lieu, le nombre d'accusés, etc. Les dates, tout ça. Et ça nous a permis de nous organiser. La première chose que j'ai ressentie quand même au moment où j'ai compris l'ampleur du truc, d'abord j'étais dégoûtée. Mais dégoûtée, je pense vraiment, je crois que c'était des hauts le cœur. Je sais pas, vous étiez là, c'était horrible, une colère énorme, vraiment. J'aurais aimé l'avoir sous la main pour le tuer, le massacrer moi-même. Et en même temps, je me suis dit, mais là on doit y être, en fait. C'est notre place, tout de suite. Dès 2021, on savait qu'on y serait. Tout de suite, on a commencé à organiser l'action. Donc tu t'es engagée évidemment avec le groupe à fond dans l'action. Et qu'est-ce que tu as fait comme action plus précisément en fait? Peut-être celles qui t'ont le plus marqué ou que tu trouves qui ont eu un impact et dans les médias et par exemple d'autres femmes qui ont réagi à ce qu'on avait fait. Oui, alors bien sûr de mon côté, moi j'ai été beaucoup au tribunal, en salle d'audience mais aussi énormément dans la salle des pas perdus puisque... Très vite, en fait, je me disais que c'était quelque chose d'historique qui était en train de se dérouler. On a vraiment axé nos actions sur les médias. On a essayé vraiment d'avoir un dialogue ininterrompu avec les médias. C'est ce qui s'est mis en place assez vite. Donc moi, j'ai vraiment eu ce rôle-là, plus spécifiquement dans le groupe, en fait. Ça a fait partie de mes rôles, même si je ne suis pas la seule à avoir fait des médias, mais sur la période, j'ai fait à peu près 300 interviews, donc en 3 mois et demi. Je me souviens bien que tu étais à fond avec les médias. C'est-à-dire tous les jours, Plusieurs par jour. Plusieurs par jour, ouais. Voilà. Le dernier jour, je me souviens, j'en ai eu 19 ou 20. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Voilà. Donc ça, le début et la fin, c'était des moments... Énormément de temps aussi. Oui, alors oui, bien sûr, sachant qu'en plus, je travaille. Au passage. Au passage, voilà. Moi, je suis prof dans un lycée au centre-ville d'Avignon, donc pas très loin. Donc, en gros, ma journée, c'était
Le matin, je fonçais en vélo jusqu'au tribunal. J'essayais d'être là au passage de Gisèle au début de l'audience, où je voyais les copines dans la queue aussi, voilà. Des fois, si je pouvais, j'allais hurler un peu sur les violeurs. Ensuite, je fonçais avec son vélo au lycée. Je faisais mes cours. Et souvent, les élèves me disaient « Ah, madame, on vous a vu sur TikTok, on vous a vu à Quotidien, on vous a vu à ceci, à cela. » C'était assez drôle. Et dès que le cours terminait, je refonçais sur mon vélo et je refonçais au tribunal, puisque les audiences s'arrêtaient vers midi aussi, donc comme mes cours. Donc, quand j'avais de la chance, j'arrivais à temps pour la sortie du tribunal, pour pouvoir parler un peu avec Gisèle, avec ses avocats, ou des fois croiser les violeurs. Enfin bref, c'était un peu tous les jours, et puis les médias tous les jours quasiment. Donc ça, c'était ma vie un peu tous les jours. Les demi-journées où je travaillais pas, j'étais au tribunal. Et alors, en même temps, je faisais aussi la coordination des actions de nuit. Donc on avait en permanence une conversation WhatsApp qu'on alimentait avec ce qu'on entendait la journée. Toutes, hein, donc on avait notre tableau de présence au procès et on s'arrangeait pour couvrir à peu près toutes les périodes. Et on organisait les actions de nuit. Donc sur la période, on a organisé à peu près 30 sessions de collage, c'est-à-dire à peu près 350 phrases collées pendant la période. Donc c'était des nuits, hein. Il y avait beaucoup de fatigue aussi. Il y avait donc les médias, les collages, bien sûr les banderoles. Assez rapidement, on s'est dit que vu la configuration des lieux, le tribunal faisant juste face aux remparts d'Avignon qui sont classés, qui sont magnifiques, on s'est dit que ça pouvait faire un super support pour des belles banderoles, donc on a mis des banderoles. Je crois qu'on en a mis 6 fois, donc pendant la période. Et puis l'organisation des manifestations, puisqu'en fait, sur ces 3 mois et demi, on a organisé 4 manifestations. Une au début du procès, une à la fin du procès, et une le 18 octobre, je crois, et une le 25 novembre. Et donc à chaque fois, évidemment, il y avait toute la coordination, prévenir la préfecture, organiser les prises de parole, enfin bref, tout ce qu'on fait quand on organise une manifestation. Quelles ont été les conséquences pour toi de cette action? Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur le déroulé du procès? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Les conséquences, alors voilà, j'en parle facilement parce qu'on est plus de 6 mois après, mais ça a été vraiment très difficile. Il y a eu des moments d'une grande cruauté, en fait, je trouve. Par exemple, le 2e jour, je me suis trouvée aux toilettes avec 7 violeurs autour de moi. Il y en avait 3 devant moi et 2 de chaque côté de moi. Et j'étais la seule femme, donc les toilettes mixtes, super. Hein, merci le tribunal d'Avignon. J'avais pas imaginé que j'allais me retrouver comme ça, entourée de violeurs. C'est arrivé. Et là, ça a été un moment hyper dur. Je me souviens d'avoir été complètement sidérée, puis tétanisée. Je pouvais plus bouger. Et j'ai appelé Valentine. Merci Valentine d'être venue. Quand même, j'étais pas loin, mais bon, même si elle était loin, je serais partie à fond. Voilà, les copines, en fait, vous étiez plutôt à la machine à café en train de débriefer, et moi, j'étais toute seule dans mon coin, et mais waouh, le truc, et ça a été quand même un moment vachement difficile. Il faut dire qu'il y a quand même une partie des violeurs qui comparaissaient libres, et donc ces violeurs étaient avec nous, ouais. Complètement. C'est-à-dire ils étaient 32 à la machine à café. Ouais. Quand on faisait la queue le matin, ils nous bousculaient. Moi, le matin, quand j'installais mon vélo, j'attachais un petit peu plus loin que le tribunal. Ils m'avaient repéré, donc ils me suivaient, ils me prenaient en photo. Il y avait vraiment de l'intimidation. Après, j'ai fini par installer mon vélo à l'intérieur du tribunal, parce que j'avais peur. Il y a eu des intimidations. Je me souviens très bien d'une fois où j'ai fait une interview pour la télé suisse, la RTS. C'était filmé. On voit les gars derrière moi en train de me filmer, en fait. Et on les voit ensuite s'envoyer des messages. Donc, a priori, ils avaient probablement un groupe WhatsApp sur lequel ils s'envoyaient des informations sur nous. Voilà, donc c'était assez terrifiant. C'était de l'intimidation. Je peux pas dire que j'étais terrifiée, parce qu'en fait, il m'en faut quand même beaucoup pour que j'ai peur. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on est plusieurs mois après et que j'ai des pans entiers de ma mémoire qui ont disparu. Et je le mets sur le compte du traumatisme, en fait, qui est lié au procès. Ça a été très, très difficile. Par moments, c'était insoutenable. Ça a réactivé en moi un trouble du comportement alimentaire. J'ai passé des nuits à pas dormir. C'était assez difficile, en fait. Les premiers jours ont été vraiment très difficiles. Alors moi, j'étais tout le temps dans l'action. Mais en même temps, j'ai le cerveau qui fonctionne tout le temps et des fois, c'est fatigant. Ça fait beaucoup. Ça me fatigue. Voilà. Je vais raconter un truc quand même super marrant. Un des trucs les plus dingues que j'ai fait dans ma vie, parce que quand même, j'ai fait des trucs dingues là, pendant ce procès, mais vraiment, là, c'était un des trucs les plus dingues. C'était le 2 septembre. Alors, le 2 septembre, c'était donc le premier jour du procès. Et donc, on avait organisé le début.
Sous la direction de Lilou, qui nous avait coachés là pour faire des gestes, des cris et tout. C'était génial. Non mais on avait été ultra badass. C'était vraiment bien. Il y avait plein de femmes qui étaient venues de partout pour participer à cette action-là. On avait coupé la circulation. Le 2 septembre, on était vraiment très 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 en colère. On était vraiment vénères. Et il se trouve que l'après-midi, finalement, le juge, il a fait évacuer les prévenus, les accusés par derrière le tribunal. Enfin, ils sont partis. Et du coup, nous, on s'est retrouvés à aller à l'arrière du tribunal parce qu'on voulait qu'ils voient nos panneaux sur lesquels on marquait violeurs en prison, enfin des trucs comme ça, hein, vraiment des trucs super dangereux. Voilà, donc on leur faisait hyper peur, il faut croire, puisque donc on était une quinzaine de femmes à l'arrière du tribunal avec nos panneaux et on était quand même bien énervés. Donc il y avait des barrières pour pas qu'on passe. Et le bus qui est venu chercher les accusés donc pour les ramener à la prison, parce qu'il y en avait 18 qui étaient ramenés tous les soirs à la prison, plus Dominique Pellicot qui lui avait sa voiture particulière. On ne sait pas pourquoi il ne le mettait pas avec les autres. Et ben ils commencent à repartir et ils prennent le sens unique à l'envers. C'est-à-dire que normalement ils devaient passer devant nous et les policiers, pour protéger les prévenus, on ne sait jamais, hein, leur ont fait prendre un sens unique dans le mauvais sens. Et moi j'ai pas supporté. Du coup j'ai bondi, j'ai sauté la barrière et j'ai dit allez on y va. Et moi, je courais avec mon panneau en criant « Violeur, violeur, dégueulasse !» Et j'ai couru sur le bus des prisonniers. Et alors, il y a eu les flics. Alors, c'était drôle parce que les flics, il y en a un qui fait « Non, madame, madame !» Et finalement, ils sont venus à 2, 3, 4. Ouais. Finalement, ils étaient 6 pour m'empêcher. Je me suis jetée par terre, j'avais lu avec attention comment il fallait faire, donc j'avais fait la flaque, j'étais toute molle. Résistance passive, ils n'ont pas réussi à me déplacer, je hurlais violeur, dégueulasse, machin. Et nous on était dans la barrière. Et nous on gueulait. C'est là. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est que déjà c'était drôle parce qu'à 6 ils n'ont pas réussi à me porter quand même, et pourtant je suis pas si lourde quoi, faut pas déconner non plus. Ce qui était très très marrant, c'est que quand je me suis relevée après, ils m'ont dit on aurait pu vous arrêter pour rébellion. Alors j'ai tendu mes 2 mains, j'ai dit allez-y. Et pendant tout ce temps-là, il y avait Julie qui nous filmait, donc c'est pour ça qu'il y a une vidéo de ce moment incroyable. Heureusement et heureusement parce que ça me permet de voir que ça s'est réellement passé, parce que maintenant on me le raconte, je me dis mais elle est complètement gueudin cette femme. Et voilà, c'était assez drôle en fait. Alors sur le coup j'ai eu une grosse poussée d'adrénaline, sur le coup j'étais pas hyper bien après, mais avec le recul, honnêtement, j'étais quand même assez badass ce jour-là, c'était quand même marrant. Depuis, je pense qu'ils ont pris un peu des précautions, puisque je me souviens que le lendemain ou 2 jours après, quand ils étaient en bas du tribunal, ils nous posaient la question, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Et dès qu'ils me voyaient, de toute façon... grave, ils flippaient grave. Attention, mais qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, ils arrivaient l'air gentils. Voilà, genre, vous nous faites quoi aujourd'hui ? Faites quoi dans une semaine ? Ce qui était drôle, c'est que je les voyais, je rentrais au tribunal, dans la salle des pas perdus, il y en avait toujours un ou deux qui rentraient aussi, bizarrement, puis je les voyais avec leur regard en coin, là, et puis quand je rentrais en salle d'audience, ils se faisaient dessus, quoi. Et alors qu'en réalité, j'étais nickel, et jamais j'ai fait de bruit en salle d'audience, parce que je voulais pas du tout perturber le jugement, hein, évidemment pas. Après, il y a eu d'autres moments. Il y a eu un moment aussi, vachement dur quand même, avec le recul. C'est un jour où j'étais avec toi, Valentine, devant le palais de justice. On avait 3 télés de suite. Il y avait Radio-Canada, le journal télé. Il y avait ABC, la chaîne australienne, et il y avait BFM TV. Devant le tribunal. C'était la pause en fait. Voilà. Ça, hein. Et la pause a commencé à ce moment-là. Donc, quand il y avait des pauses, il faut savoir, comme on était tout mélangés, tous les fumeurs en particulier sortaient au même endroit pour fumer. Donc, c'est-à-dire les avocats, les gardiens de prison, les policiers, les prévenus, le public, les médias. Tout le monde était au même endroit sur les escaliers devant le tribunal. Et moi, j'étais juste, on va dire, moins de 10 mètres plus loin. Et on était en train de filmer, donc voilà, la sortie finalement de cette audience. Et donc, je montre aux médias, je dis, voyez, on est tous mélangés. Et là, il y a un des violeurs, en fait, qui a commencé à s'engrainer avec le public, mais moi, je ne l'ai pas vu tout de suite. Apparemment, il a commencé à dire, oui, à cause de vous, à cause des médias, ma mère va pas bien. Enfin, bon, grosse inversion, hein, donc il avait qu'à violer personne, peut-être sa mère irait mieux. Et il y a quelqu'une dans le public qui, a priori, lui aurait dit « Oui, mais vous auriez pas aimé qu'on fasse ça à votre mère ?» Moi, je l'ai vu après sur les vidéos. Et là, le gars, il s'est mis vraiment à vociférer sur tout le monde. Et moi, je commençais à m'énerver, et je me souviens, et toi aussi, Valentine, hein, oui. Et à un moment donné, je montre le gars avec mon doigt, je le pointe d'index, et je crie « La honte !» Juste ça, hein. Oui. Et là, le gars, il sort de ses gonds,
Et il se met à hurler « Tu vas voir, toi, je vais venir violer ta mère ». Donc en s'adressant à moi. Il y avait des avocats qui essayaient de le calmer, et lui, plus ils essayaient de le calmer, moins il était calme. Et il y a une avocate qui a dit « Il faut dire qu'elle l'a quand même bien cherché ». Alors ça, c'était quand même un moment marquant, je trouve, parce que là, ça en dit beaucoup sur tous les manquements dans ce procès, quand même. Et ce qui est très bizarre, c'est que, enfin, avec le recul, je me dis, c'est pas si bizarre que ça, mais je suis rentrée chez moi le soir, j'ai raconté ça aux copines, bon, bah, Valentine avait été là aussi, et puis tout de suite, et ça, c'était vraiment le truc qui était bien, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de soins entre nous, et donc tout de suite, les copines ont commencé à prendre des nouvelles, à savoir si ça allait bien, etc. Et moi, j'étais complètement dans une espèce de sidération, je disais, ouais, ça va, nickel, pas de problème. Et à partir du lendemain, j'ai pas réussi à aller au tribunal, et ça a duré une semaine. Chaque fois que je m'approchais du tribunal, j'avais mal au ventre. J'étais hyper mal. Et en fait, j'avais j'étais traumatisée, quoi. Ce qu'on aurait pu faire à ce moment-là, et c'est vrai qu'on en a parlé, on a hésité, c'est porter plainte. Oui, on aurait pu le faire, c'est vrai. Et d'ailleurs, le journaliste qui, lui, était témoin de ça, qui l'a filmé, qui s'appelle Frédéric Munch, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux aussi. Lui, d'ailleurs, il l'a fait, il a porté plainte, puisque lui, il a été exclu du tribunal pour avoir filmé ça, et fait une story avec ça. Mais bon, c'est aussi passé au journal télé, par exemple, de Radio-Canada. Hein. C'est passé... voilà, donc on voit très bien ce qui s'est passé, et c'est quand même un peu hallucinant. Donc moi, comme ça, de rien, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils m'ont repéré, ils savent que moi je suis féministe, etc., que je fais partie des femmes qui exigent en fait une peine pour eux, et donc il y avait cette intimidation permanente et ces menaces. Et dans le lot, il y avait quand même des gros tarés, dont lui, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis mis à avoir peur en fait. Donc j'arrivais plus à approcher du tribunal, et puis au bout de 3-4 jours, bon, c'est reparti. J'ai pris sur moi aussi, mais bon, ça s'est accumulé avec tout le reste du traumatisme. Voilà, maintenant j'y repense, je me dis, j'ai accumulé pendant toute cette période beaucoup d'événements qui sont traumatisants, que j'ai pas pu gérer au fil de l'eau, et heureusement que j'avais les autres Amazones qui faisaient ça pour moi et que je faisais ça pour elles aussi, parce que ça nous a permis de survivre et de tenir le coup pendant cette période. Juste ce que je voulais dire, j'y pense à maintenant, c'est que tu as été la première à applaudir Gisèle. Ah, merci de le dire, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà. Donc ça, c'est un rapport de force quand même qui a été important, qui a été retourné au début du procès. Parce que... Oui, c'est tout à fait vrai. Alors oui, je vais raconter ça parce que c'est un point important, puis ça a été vraiment énormément remarqué dans la presse. Effectivement, donc on était tous les jours au tribunal, on faisait une sorte de sidération en fait. Donc on faisait la queue, puis on voyait arriver tous les violeurs et on avait le droit de rien dire. Dès qu'il y avait un peu de bruit ou un panneau ou n'importe quoi, paf, on était dégagés. Et puis surtout nous, parce qu'on était particulièrement visés. Moi, je me souviens d'avoir été virée une fois d'une salle sans raison, et je suis rentrée dans la minute qui suivait d'ailleurs. Et effectivement, donc on voyait passer les violeurs. Alors j'espère qu'on va réussir à recueillir le témoignage de Malou, parce qu'il y a eu des moments un peu épiques quand les violeurs passaient, elle leur parlait, elle, directement. Mais c'est vrai qu'on était aussi menacés par les avocats, qui notamment me menaçaient moi personnellement, parce qu'on avait divulgué les noms des violeurs sur nos réseaux sociaux, parce que la honte doit changer de camp, et que la honte, elle doit pas porter sur Gisèle Pelicot, mais sur tous ces hommes qui l'ont violée, en fait. C'est pour ça qu'on a dit leur nom. Et alors donc, on était dans cette espèce de haie, un peu sidéré, un peu dégoûté. Moi, j'avais un peu des hauts le cœur, mais il y en avait 2 ou 3 qui me dégoûtaient particulièrement. Quand je les voyais, j'avais l'impression que j'avais de la fusion à l'intérieur de moi. C'était l'horreur. Souvent, on va dire 5 bonnes minutes après, Gisèle sortait. Elle attendait toujours qu'ils soient passés, qu'elle risque pas de les croiser. Et on était là, toutes. Et effectivement, au bout c'était peu de temps, peut-être une dizaine de jours après le début, eh bien, j'ai eu cette espèce de réflexe de l'applaudir. Parce qu'on n'avait pas le droit de parler. Du coup, j'ai applaudi Gisèle pour la remercier, pour lui exprimer ma gratitude, mon admiration, pour l'encourager, enfin bref, toutes les raisons pour lesquelles on applaudit les gens. Et en fait, dès que j'ai commencé à applaudir, je crois que c'était le truc qu'il fallait, parce que tout le monde s'est mis à applaudir. Et ensuite, ça s'est reproduit à chaque fois que Gisèle Pelicot est passée, jusqu'à la fin du mois de décembre. Voilà, ils ont essayé de nous empêcher un peu, enfin avec des réflexions, avec des... Voilà, mais bon, ça, les gens ont tenu le bon. Là. On a tenu bon. Après, ils l'ont vu. Ils l'ont vu à la télé, ils l'ont vu sur des images, donc quand les femmes, c'est des femmes qui venaient, du coup, voilà, elles trouvaient ça tout à fait normal et logique de l'applaudir aussi, pour dire on est là. C'est ça. Et en fait, effectivement, avec le recul, on se rend compte que ça c'était pas un truc qui se fait ailleurs.
Mais je sais pas, j'ai eu cette idée-là de faire ça et effectivement, je pense que ça a énormément aidé Gisèle parce que la traversée des pas perdus, c'était tous les jours pour elle un chemin de croix. Elle rentrait dans la salle en ayant au moins eu un moment où elle était en sororité avec les femmes qui étaient là pour elle. Et d'ailleurs, à la fin du procès, peut-être on va dire le dernier mois, systématiquement quand elle sortait du tribunal, sortait de la salle d'audience, elle venait voir les femmes, les unes et les autres, elles venaient toutes nous saluer. Le soir, après sa journée horrible, elle prenait le temps de venir nous remercier, d'être là. Et toutes ces femmes qui venaient aussi juste pour l'apercevoir, étaient vraiment contentes de pouvoir lui parler. Voilà. Et elle a toujours pris le temps, en fait, de parler avec nous. Voilà, oui. Donc ça a créé des liens, quoi. Et même devant les collages, quelquefois. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a collé des phrases qu'elle a dit, et tu lui avais même dit une fois ce qu'on allait faire le lendemain. Ah oui, c'est ça. oui, c'est vrai. Alors, il s'est trouvé qu'on a fait un collage, une session de collage, c'était des phrases de Gisèle et de Caroline, qu'on avait entendues en audience. Et il y avait une phrase qui disait « Depuis que je suis arrivée dans cette salle d'audience, je me sens humiliée ». Et ça, c'était très parlant, ça disait vraiment ce qui se passait vraiment. Mais elle avait vraiment toujours le mot très juste, Gisèle. Hein. Ça, c'était très parlant. Et on a collé cette phrase sur un grand mur d'un restaurant qui est donc pas très loin du tribunal, où elle mangeait souvent le midi avec ses avocats. En tout cas, elle passait devant tous les jours. Et le lendemain de ce collage-là, je me suis trouvée effectivement devant le collage avec des journalistes. Et Gisèle est arrivée à ce moment-là. Et du coup, j'ai pu parler avec elle de ça. Elle m'a dit, oui, je me souviens très bien quand j'ai dit ça. Et elle nous a remerciés. Et j'ai pu la prendre, moi, en photo devant notre collage de sa phrase. Enfin, c'était vraiment hyper touchant. Et en fait, cet événement-là, moi, ça m'a énormément marqué, forcément. Et aussi, il s'est renouvelé plusieurs fois. En fait, ensuite, on l'a fréquemment rencontré devant nos collages. D'ailleurs, très souvent, elle demandait « Mais vous n'avez pas eu trop froid cette nuit ?» Enfin, c'est vraiment une femme incroyable qui était capable de demander si on allait bien, alors qu'elle vivait l'enfer. Voilà, donc on a collé beaucoup des portraits d'elle, des phrases d'elle, etc. Et on l'a vue fréquemment devant ces collages. Et même une fois, oui, c'est vrai qu'il y avait, il y avait un nombre de médias incroyable autour d'elle. Et je suis allée lui dire bonjour. Et on a engagé la conversation, il y avait Isabelle aussi à ce moment-là, on a engagé la conversation avec ses avocats qui nous disaient combien ce qu'on faisait les avait aidés à plusieurs étapes du procès, combien ça avait été précieux pour Gisèle aussi, elle nous l'a dit aussi. Et on avait préparé une action, mais je voulais pas le dire devant les médias, je voulais pas dire le thème, je voulais pas dévoiler le truc. Et donc je me souviens lui avoir dit, on riait beaucoup à ce moment-là, elle et moi et ses avocats, et je me suis penchée à son oreille et je lui ai dit les phrases qu'on allait coller. Et elle a éclaté de rire. Et cette photo, elle a fait, je crois, c'était la une du Sunday Times. C'était assez chouette, en fait. Il y a vraiment eu des moments hyper puissants. Il y a eu des moments aussi très, 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 très difficiles, hein, comme le dernier jour, cette journée de l'horreur, quand on a attendu à partir de 6h du matin. Moi, j'ai commencé les premiers médias à 6h du matin devant le tribunal. Et toute la journée, attendre les verdicts. Enfin, toute la matinée, cette déception, cette colère, etc. Et moi, en plus, j'ai dû enchaîner, puisque j'avais cours à 13h. Donc, tous les verdicts sont tombés. J'ai pris mon vélo, je suis partie. Et je me souviens d'avoir pas réussi à faire cours, en fait. Je me souviens plus du tout comment j'ai géré, mais je sais que je n'arrivais même pas à parler, tellement j'étais en colère et triste que la justice ait encore fait autant de cadeaux à ces violeurs. Oui, on a été très, très déçus et très en colère à la suite du verdict. C'était par rapport à notre engagement aussi, ce qu'on y avait apporté et ce que Gisèle y avait mis, et tout le monde y avait mis. Ça a été une déception terrible, en fait. Oui, puisqu'ils n'ont eu même pas les peines moyennes qu'on... Voilà. Et en dessous de la moyenne nationale. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, dire... Alors, évidemment, ils ont tous été condamnés pour viol, certes, mais c'était assez loin de ce qu'on espérait. Surtout que ce jour-là, il y a eu le fameux Brucci, l'avocat de Lyon, l'avocat de deux accusés, qui est venu pendant que nous, on était quand même dehors, on attendait, on recevait des SMS, etc., qui nous disaient donc pour chaque accusé combien il avait eu, etc. Il est venu nous chercher, en fait. Et lui, il est sorti devant le tribunal et il jubilait, le gars. Il est venu hurler « Mon client est libre ce soir parce qu'il avait fait suffisamment de préventive, hein, bien sûr. Mon client, et il vous dit merde, vous les hystériques, et vous les tricoteuses.
il vous emmerde mon client, il est libre, etc. Et il jubilait le gars, et il se rapprochait le plus possible de nous. Je me souviens qu'à ce moment-là, mais j'étais dans une rage incroyable, et je retenais, je crois que c'est toi Valentine, je te tenais physiquement. Peut-être. Parce que vraiment, on sentait que le gars, il venait, il espérait, il espérait nous faire la bagarre. Voilà, il voulait, voilà. Mais je me souviens d'avoir retenu Valentine. Stéphanie, elle criait ta gueule. Ouais, ta gueule. Ouais. Voilà. Et ça a été un moment, mais d'une. Oui, il est revenu. Hein, il est parti une première fois, emmené par les flics, parce que la police a bien compris quand même ce qui se passait, qu'il venait nous narguer. Donc il est revenu une autre fois. Ouais, une deuxième fois. Il cherchait Christophe Bucci s'appelle, avocat à Lyon. Avocat de merde. Un mascu qui revient à la charge. Donc ça a été les montagnes russes émotionnelles cette journée-là, et le lendemain, heureusement, on avait prévu une manifestation de fin. On savait que ça allait être fini, mais on a maintenu la manifestation parce qu'on avait besoin de clore ce chapitre, et on a fait une super belle manifestation. Il y a 200 Espagnols qui sont venus en car, il y a Lilou et sa compagnie qui ont dansé le ballet pour Gisèle. C'était magnifique, c'était une journée incroyable qui s'est terminée par une fête à tout casser chez moi, et heureusement parce que... Non. Presque rien. Et voilà, ça c'était une soirée, et heureusement on a fini de cette façon-là, parce que ce qu'on a vécu pendant ces 4 mois, personne ne devrait vivre un truc pareil, et certainement pas une victime de viol comme Gisèle Pelicot. C'était terrible, terrible. Est-ce que, du coup, à l'issue de ce procès, tu as eu l'impression que justement le groupe de femmes, toutes celles qui ont participé aux actions menées par les Amazones d'Avignon tout au long du procès, ont formé un groupe soudé et uni par justement la sororité dans l'action politique? Alors oui, alors le groupe il préexistait, hein, c'est vrai qu'on était un bon groupe qui fonctionnait très bien les années précédentes, mais effectivement il s'est renforcé dans l'action. Je crois que quand on traverse des événements et des épreuves pareilles, forcément ça crée des liens. Je pense qu'on a eu une maturité en fait dans le fonctionnement de notre groupe, beaucoup de réflexion. On a toujours été un groupe qui a une réflexion politique, hein, on n'est pas des féministes qui s'activent juste pour s'activer, non, il y a une pensée politique. Je pense que ça a vraiment approfondi et notre pensée, et notre détermination, et nos liens. Donc oui, la sororité, et heureusement, parce que je crois qu'on n'aurait pas survécu à ça, et que si on n'avait pas été là, Gisèle nous l'a dit, elle n'aurait pas tenu 15 jours. Donc en réalité, le fait que nous, on prenne soin les unes des autres, comme donc vous avez pris soin de moi, parce qu'il y a eu des moments où c'était extrêmement difficile, c'est vrai que j'avais beaucoup de pression, ça nous a aussi permis de faire ce qu'on avait à faire pour Gisèle et pour les femmes. Et que ce procès, à certains points de vue, il a été historique quand même. Et la sororité est une des raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça. Tu as fait beaucoup de médias. Hein. Est-ce que tu penses que le traitement médiatique du procès a reflété la réalité de ce qui se passait au tribunal? C'est une question un peu compliquée parce que ça demande une réponse un peu mesurée. Comme dirait l'autre, il y a médias et médias. On va dire que les médias anglo-saxons, ils étaient là depuis le début. Il y avait par exemple le Washington Post, New York Times, etc., qui avaient des envoyées spéciales permanentes installés, qui avaient un logement pour 4 mois, etc., qui étaient là tous les jours au procès. Pour la France, on avait les faits divertiers. Je me souviens très bien la veille du procès d'avoir rappelé la presse locale en leur disant « mais vous serez bien là demain quand même ». Mais oui, on envoie un fait divertier. Waouh, le mot que je connaissais pas, d'ailleurs, un fait divertier, imaginez un peu. Je me suis dit, mais ils ont rien compris, en fait. Mais vraiment, ils ont rien compris. Je sais pas, nous, on avait tout de suite compris la dimension historique du procès, mais les médias, non, pas du tout. C'est assez hallucinant de voir qu'il a fallu, pour certains, presque 2 mois. Je me souviens d'avoir lu dans Mediapart un article disant, on a vraiment merdé, on n'a vraiment pas compris, mais maintenant, à partir de cette semaine, on va avoir une journaliste qui sera présente à toutes les audiences. Mais il avait fallu 2 mois, en fait, pour qu'ils se réveillent. Et il y a beaucoup de médias qui se sont même pas réveillés du tout. Alors ça, c'est déjà le truc, déjà comprendre ce qui se tramait. Après, il y a eu aussi les médias qui se sont dit, et notamment les médias français, qui se sont dit, ça va être un bon support, des belles images,
pour porter notre agenda, l'agenda du pouvoir en particulier, hein, clairement. Il y a eu toute une manipulation d'un certain nombre de médias qui, à un moment donné, se sont dit « Ah, ben ça y est, le problème, c'est le consentement. On va changer la loi. » Donc, quand on vous dit « On va faire une loi qui va tout changer et ça va coûter 0 €, il y a une arnaque, hein. Sachez-le, ça marche pas. Ça s'appelle de la poudre aux yeux. C'est comme la grande cause du quinquennat, mon cul. Non, ça marche pas, en fait. Hein. Donc, à un moment donné, effectivement, tous les médias français sont venus me voir en disant « Oui, est-ce que vous êtes d'accord ?» Alors, c'était pas vraiment une question, il fallait que je dise oui, mais évidemment, je disais pas oui, alors ça leur plaisait pas trop. Il faut changer la loi sur le viol, parce qu'il faut introduire le consentement dans la loi. Et je leur disais « Mais attendez, Gisèle, il n'y a pas de problème, c'est des viols, ils sont matérialisés. Il n'y a pas de contestation possible, puisque la définition du viol, c'est toute pénétration ou acte bucco-génital par violence, menace, contrainte ou surprise. Et le fait d'être endormi, pour la loi, c'est ce qu'on appelle la surprise. Donc il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de question de consentement. Elle n'était même pas en état de donner son consentement. C'est un faux problème. Alors, je dis pas qu'il faut pas discuter de cette question du consentement. Et d'ailleurs, ce que je dis aussi, c'est que les féministes sont pas toutes d'accord là-dessus. C'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué que ça et qu'on ne doit pas laisser aux médias. Les femmes sont quand même concernées, hein. C'est pas TF1 qui va décider ce que c'est que le consentement, quoi. Mais en tous les cas, ils se sont dit, bah tiens, on va parler de ça. Et à chaque interview, ils me ramenaient la question. Ça a duré largement 15 jours, 3 semaines, pendant lesquels c'était une sorte d'écran de fumée, pour pas parler de ce qu'il fallait voir, c'est-à-dire la culture du viol, c'est-à-dire le fait qu'il y ait, dans un rayon de 10 km autour de Gisèle Pelicot, une centaine d'hommes qui étaient venus la violer, qui ne voyaient aucun problème avec ça. C'était le problème de la fraternité. Comment est-ce qu'on peut avoir encore sur le fronton de nos mairies, liberté, ok, égalité, pourquoi pas, fraternité. Mais la fraternité, qu'est-ce que c'est si c'est pas une guerre contre les femmes? Donc, moi, je voulais leur parler de ça, je voulais leur parler de la culture du viol, je voulais leur parler des violences masculines, du lien entre la pornographie, la prostitution, qui était un peu le quotidien des violeurs, et le viol. Et évidemment, les médias, ils n'avaient pas envie de parler de ça. Ils n'avaient pas envie de parler de ça, donc ils essayaient de changer, d'orienter toujours nos propos. Et ça a été un énorme travail collectif des Amazones, puisqu'il n'y avait pas que moi qui faisais des médias, même si j'en faisais beaucoup, justement pour arriver à ne pas se laisser détourner par leur écran de fumée, les histoires de consentement, etc., pour bien ramener le sujet sur le tapis, c'est le vrai sujet, c'est-à-dire la culture du viol, et le viol, et les violences masculines. Voilà, c'est ça le problème, c'est pas le consentement. Dans le cas de Gisèle Pelicot, c'est une blague en fait de parler de consentement. Mais même quand tu parlais de problèmes, ils n'étaient pas retenus. Il y a des choses qui ont été zappées après, au moment de tout à fait. Alors, les interviews. Oui, parce que quand vous faites une interview d'1 heure, souvent ça se traduit par 20 secondes au JT. Alors évidemment, ils sélectionnent leurs 20 secondes. C'est pour ça que c'est important aussi d'ailleurs de bien travailler le langage qu'on utilise pour pas leur donner 20 secondes qui vont dans le sens qu'ils attendent. Parce que même ces 20 secondes-là, on doit pas les leur donner. On doit donner ce qu'on a envie de dire et c'est à nous de garder la maîtrise du discours qu'on porte. Hein, c'est pas aux médias de nous dire vous allez dire ça, puis ensuite vous allez dire ça, parce qu'il y en a qui fonctionnent comme ça. Bon, nous, on n'a jamais été complices de ça, et on a eu une ligne très nette, très claire, et je pense que c'est aussi pour cette raison qu'on a tenu le coup. On ne s'est pas laissé embarquer dans leur combine, quoi. Et maintenant, avec le recul, est-ce que ça a changé quelque chose en toi, ce procès, avec, on a un recul un peu plus de 6 mois, ouais. Peut-être un peu court, hein, je ne sais pas. Mais alors il y a du positif et du négatif. Bon, je vais commencer par le négatif parce que il y a quand même il y en a pas mal. Déjà, je suis extrêmement traumatisée par ce qui s'est passé, par ce procès. D'y penser encore, chaque fois que j'y pense, j'ai mal au ventre. Je vais vous raconter une anecdote pour que vous compreniez. À l'issue du procès, donc ça s'est terminé le 19 décembre. Le 20 décembre, il y a eu la manif. Le 21 décembre, c'était un samedi, et ensuite, c'était Noël. Donc, le 21 décembre, je suis restée sans bouger dans mon canapé. Le 22 décembre, pareil. Le 23 décembre, toujours rien. J'avais des crises d'angoisse plus de 10 fois par jour, des moments de détresse. C'était difficile à vivre. J'arrivais à rien faire, j'étais complètement vide. Et j'ai commencé à me dire que j'allais aller mieux, et que ça allait être Noël, et que mes enfants allaient arriver, et qu'il allait falloir que la vie continue. Et le 24 décembre, je suis sortie avec mon mari, et on est allé faire des courses dans un supermarché.
J'étais assez fière de moi parce que j'avais réussi à sortir et ça allait. Jusqu'au moment où je me suis trouvée à la caisse du supermarché. Et devant moi, il y avait un homme avec son petit garçon dans les bras. Et c'était super mignon, il tenait son petit comme un kangourou, c'était hyper mignon, j'étais attendrie. Et d'un coup, je me suis dit, mais où sont ses mains ? Où est son pénis ? Pourquoi il le porte comme ça ? C'est encore un violeur qui va abuser de son gosse. Et je me suis pétrifiée, j'étais à la caisse du supermarché, et je me suis dit, mais en fait, ce procès a fait de moi quelqu'un qui voit le mal partout maintenant. Et c'était monstrueux, je me dégoûtais de penser ça, et je pouvais pas m'en empêcher, donc je suis partie en fait. J'ai éclaté en sanglots, je suis partie, planté mon mari à la caisse. Et après, j'ai continué à faire des espèces de bouffées d'angoisse, enfin, ça a été vraiment très très difficile. J'ai mis du temps en vrai, à aller mieux, et heureusement, j'ai quand même été soutenue par mes amis. Et en fait, je me dis que la vie, elle pourra jamais être comme avant, parce que maintenant, chaque fois qu'un homme m'approche, ça me dégoûte. Il me dégoûte, en fait. Je les méprise. Chaque fois qu'ils me disent « Ah, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Mais les mecs, sortez-vous les doigts du cul, je m'en fous. Je veux dire, c'est votre problème. Moi, j'ai violé personne, en fait. Et je leur en veux. Et je sais bien que tous les hommes sont pas des violeurs. Et je m'en fous, en fait. C'est quand même des hommes. Et moi, je suis une féministe, je défends les femmes, et j'en ai marre de nous voir être broyés, être méprisés, être traités comme on est traités, humiliés. Et je veux plus ça, quoi. Pour moi, c'est plus possible, en fait. Donc, il y a des moments où je me dis, mais vraiment, la seule solution, c'est la révolution. Et une révolution, une vraie révolution, celle où on coupe des têtes. Parce que j'en peux plus, en fait. Donc ça, c'est le mauvais côté. Le bon côté, c'est quand même la fierté. Et je suis extrêmement fière, très heureuse, très satisfaite de ce qu'on a fait, parce qu'on a pu faire une vraie action qui a duré, qui était congruente, qui était politique, qui a été comprise, qui a inspiré beaucoup de femmes dans le monde. Aujourd'hui, aujourd'hui, par exemple, cette semaine, j'ai été contactée par une jeune femme qui fait une thèse en Allemagne et une journaliste chilienne qui veut me rencontrer. Donc, en fait, même si en France, le retentissement, il n'est pas ce qu'il aurait pu être, et ça, je pourrais en parler aussi, mais la vérité, c'est qu'effectivement, ce qu'on a fait, c'était grand, quoi. C'était grand, ça nous a beaucoup coûté, mais c'était grand. Et au fond, quand on est féministe, on veut changer le monde. Et pour moi, c'était un peu inespéré. C'est vrai que ça a été l'occasion. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir un truc historique qui se passe à côté de chez nous. On a été à la hauteur. Voilà. Donc, on a été à la hauteur collectivement. Et j'ai fait partie de ce mouvement qui a été beaucoup sous mon impulsion, puisque j'ai créé ces groupes. Et qui a vécu de lui-même au moment où moi je fléchissais, et qui a été capable même de me soutenir au moment où j'en avais besoin. Donc je suis hyper fière de ça. Alors du coup, Blandine, est-ce que tu peux nous dire un peu, en tant que prof, comment, avec ce prisme-là, comment tu as vécu le procès, et comment ça s'est imbriqué avec justement ton métier et l'expérience que tu as pu en faire durant le procès ? Oui, c'est important de revenir dessus, merci Lilou. Je suis prof de sciences économiques et sociales. Alors évidemment, du coup, je parle de sociologie, je parle de sciences politiques, donc nécessairement, les sujets de société sont au cœur de mon enseignement. Et en plus, j'enseigne à des lycéens, lycéennes de, on va dire, 15 à 18 ans. Donc c'est un âge où ils ont besoin de repères, quoi, notamment sur les questions de rapport entre les humains. Et c'est vrai qu'il y a toujours une petite dose de féminisme dans tous mes cours. La base, quoi. Hein, Lilou ? La base. Je confirme. Et c'est vrai que pendant le procès, il y a eu deux choses, en fait. J'ai eu beaucoup de questions ou de réactions de la part des élèves, que ce soit mes élèves en face à face, mais aussi dans le couloir, parce qu'il y en avait beaucoup qui me voyaient dans les médias. Je sais pas, moi, un jour, il y en a une, elle me dit « Madame, je vous ai entendu à la BBC ». Et là, j'étais un peu sur le cul qu'on ait des élèves encore, aujourd'hui, en 2025, qui écoutent la BBC. J'imagine. Voilà, donc il y a ça, donc il y avait beaucoup de réactions, etc. Alors c'est surtout TikTok et puis Quotidien, hein, c'est leur média préféré. Donc là, des fois, il y a eu des petits trucs de buzz qui ont fait des 500 000 ou 1 million de vues. Alors évidemment, tout de suite, on me voit arriver sur mon vélo et me moquer d'un violeur à un moment, donc forcément, ça les amusait beaucoup. Mais par contre, j'ai aussi saisi cette occasion pour parler avec les élèves de ça, parce qu'on est quand même à Avignon,
Et en vérité, il n'y a pas eu particulièrement de pédagogie pour les jeunes qui étaient ici. Or, toute la ville était sidérée, sous choc, et vivait le procès, et pour certains, sans même comprendre ce qui s'était passé. Donc, un jour, j'ai eu en classe un élève qui a commencé à me poser une question, et puis une autre question, et je me suis aperçue que je pouvais pas continuer à faire une sorte de patchwork comme ça, de demi-réponses à des demi-questions. Et donc j'ai fait pour toutes mes terminales et mes premières, donc chacun 2 heures vraiment sur le procès. Donc déjà, ça m'a permis de leur expliquer la différence entre une agression sexuelle, un viol, les notions les différentes juridictions, qu'est-ce que c'est qu'une cour criminelle, etc. Parce qu'en fait, ils avaient déjà pas ces informations-là, donc la base. Et puis ensuite, de parler de culture du viol, et notamment, c'était important à la fois pour les garçons et pour les filles. Pour les filles, parce que ça mettait des mots sur ce qu'elles vivaient. Et d'ailleurs, j'ai eu, comme à chaque fois que j'aborde ces questions en classe, des confidences à l'issue par des filles de violences qu'elles avaient subies. Mais aussi les garçons qui étaient très heureux de pouvoir en parler dans un contexte pas culpabilisant du tout, dans un contexte bienveillant, où je leur expliquais qu'en fait, personne n'est destiné à être un violeur, en fait, et que les garçons doivent se battre contre cette culture du viol qui est véhiculée notamment par la pornographie que malheureusement ils consomment, mais aussi contre globalement toutes les violences, et qui prennent conscience que oui, les filles sont des vrais êtres humains à part entière, avec une vraie sensibilité, et comme eux, ils sont aussi des êtres humains avec des sensibilités, il doit y avoir moyen de vivre ensemble. Et donc j'ai fait des séances un peu à la sauvage en classe, parce que c'était un peu hors programme, mais il m'a semblé que c'était quelque chose de prioritaire. Ils avaient besoin d'entendre ça. Et après, j'ai eu beaucoup de retours de parents d'élèves qui m'en ont parlé, qui m'ont remercié de l'avoir fait, parce que ça a permis d'engager dans les familles des discussions sur ce sujet-là. Donc voilà, j'ai eu les rencontres parents-prof peu de temps après, et c'est vrai que j'ai plusieurs familles qui sont venues me voir pour me remercier à ce sujet. Et je pense vraiment que ça illustre le fait qu'on a un déficit énorme de formation et d'éducation à la sexualité, mais de façon générale aux notions de droit. Enfin, je veux dire, même la notion de qu'est-ce que c'est qu'un viol ou qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle, les adolescents et adolescentes ne le savent pas. Donc, c'est important d'en parler, et je dirais qu'il y a qu'en prenant le problème à la base, c'est-à-dire chez les enfants, qu'on arrivera à faire monter des générations un peu moins violentes, quoi. Voilà, donc j'ai fait ça aussi, et je suis assez contente de l'avoir fait, parce que d'abord, j'ai vraiment vécu avec eux, donc je sais ce que ça leur a apporté, mais aussi, ça a, je pense, permis d'ouvrir le dialogue de façon un peu plus large dans le lycée, même si ensuite le lycée a refusé qu'on fasse des conférences le 8 mars sur ce sujet-là, jugeant que c'était trop sensible. Et moi je pense que non, c'est le viol qui est trop sensible, c'est pas le sujet du viol. Voilà. Donc voilà, en tant qu'enseignante, j'ai aussi assumé ma part, mais je l'assume tout le temps sur ce sujet-là, mais c'est vrai que le procès Pellico, ça a été un moment très particulier, parce qu'en plus de ça, j'étais surmenée tout le temps, mais ça ne m'a pas empêché de faire mon boulot de prof comme il faut. Alors, est-ce que tu as envie de dire autre chose Est-ce qu'il y a quelque chose Ouais, j'ai plein de trucs à dire. Aujourd'hui, il y a une énorme invisibilisation de ce qu'on a fait, nous les Amazones, tout simplement parce qu'on est libres. On est des femmes libres, on est des résistantes. Et moi, je suis particulièrement libre, et donc du coup, je suis particulièrement harcelée par des groupes qui ne supportent pas les femmes qui résistent. Je pense en particulier aux femmes du bureau de Zèle Féminisme, qui ne supportent pas que je sois encore debout malgré tous leurs coups. Je pense notamment à toutes les associations qui font passer les droits des femmes toujours après les droits des autres. Les droits, peu importe quel combat, tous les combats doivent se mener avant le combat féministe. Et pour moi, non, c'est non négociable. Le combat féministe, c'est le premier combat. Et évidemment, je me retrouve du coup harcelée et en difficulté, et donc, par exemple, invisibilisée dans le mouvement féministe français, alors que j'y ai ma place, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui racontent n'importe quoi sur moi, mais vraiment n'importe quoi. Par exemple, les derniers trucs que j'ai entendus, les 2 derniers trucs que j'ai entendus, c'est que je serais affiliée à Némésis,
Ouais, bah oui, bien sûr, un némésis. le fameux féminisme d'extrême droite, oxymore, au passage. Et l'autre truc que j'ai entendu, c'est pareil, là je pense que ça vient plutôt d'une rageuse, c'est que je serais une gourou. Et que du coup, les femmes qui me suivent, garde à vous, Valentine et Lilou, elles sont sous mon emprise. Complètement sous l'emprise. Voilà. Voilà. Il n'y a qu'à écouter tous nos interviews pour, voilà. Pour voir qu'on parle vraiment d'une manière... C'est ça. Et donc, alors tout ça parce qu'effectivement, bah oui, je crée beaucoup, je produis, je fais bouger les choses, c'est vrai. Et j'ai pas honte de ça. Et je me vante pas en disant ça, parce que c'est la vérité. Et les femmes qui revendiquent ce qu'elles sont capables de faire, ça déplaît, voilà. J'ai envie de dire, ça parle plutôt des personnes qui nous attaquent que de nous, en fait. Voilà, donc moi, la réalité, c'est que ce qui s'est passé pendant tout ce procès, ça m'a amené quand même à vouloir me spécialiser dans l'action directe. Donc aujourd'hui, j'ai un peu élagué dans mes investissements associatifs les zones où j'étais pas, disons, pas au bon niveau. Et donc l'action directe, l'action de rue, l'activisme et le féminisme radical, c'est ma vie. Et c'est à ça que je me consacre aujourd'hui, en fait. Voilà, tous les endroits où on me demande d'être qu'à moitié ou d'être un peu tiède, c'est pas la peine. Passez votre chemin, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu as un message à faire passer ? Oui, moi j'ai attendu d'avoir plus de 50 ans pour faire la vraie expérience de la sororité. C'est cette chaleur, cette prévenance qu'on peut avoir les unes envers les autres. Je dis pas que toutes les femmes le sont, pas du tout, et j'ai même fait l'expérience du contraire. Mais quand on a la chance d'avoir des femmes autour de soi, dont vous faites partie, Valentine et Lilou, qui sont véritablement sorores, mais ça sauve la vie en fait. Donc déjà, j'ai trouvé ma maison finalement dans le féminisme radical et dans la sororité. Et je souhaite ça à toutes les femmes. Et je pense que si vous ne l'avez pas, en fait, créez-le. Parce que finalement, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Moi, tous les groupes féministes auxquels je participe, quasiment, c'est des groupes que j'ai créés. Et il y a autour de vous des femmes qui attendent désespérément ça aussi. Donc, vous allez les trouver, cherchez-les. On va renverser le patriarcat. Ouais, c'est ça. Absolument. Vu ce qu'on a fait là, si peu nombreuses. Oui, on était peu nombreuses, c'est vrai. Là, franchement, il en faut... il y a de la marge et franchement, on peut le faire. Ça, je pense. Ouais. En tout cas, voilà, moi, je tiens à dire que ça m'a fait du bien de raconter. Merci de m'avoir écoutée. Merci à toi. Voilà, et je crois que c'est aussi important d'être capable de revenir sur les choses pour les analyser, pour pouvoir faire encore mieux la prochaine fois. Enfin, j'espère qu'on n'aura pas un deuxième procès Pellicot. Non, mais bon... Mais on sera encore là. On sera encore là. Voilà. Toujours. Merci à toutes. Merci Valentine. Vous avez écouté Les Voix des Amazones d'Avignon, Justice pour Gisèle, Justice pour toutes. Notre voix pour la mémoire des luttes, notre sororité comme arme, notre force contre le patriarcat. Nous n'avons rien cédé et nous ne céderons rien. À bientôt pour un prochain épisode.